transcendantalisme américain. La première moitié, qui se situe dans la première moitié du XIXe siècle, et qui a pris naissance aux États-Unis d'Amérique, avec essentiellement les noms de Emerson et de Henri Thoreau, ceux qui sont les grands créateurs et les interprètes de ce transcendantalisme. Ce transcendantalisme nous fait penser très, très fortement à cette idée de l'empirisme transcendantal de Deleuze. Lui-même n'a pas eu l'idée de le mettre en relation. Peut-être n'a-t-il pas voulu, ou n'y a-t-il pas pensé, mais je crois qu'il y a une relation très étroite entre l'un et l'autre. Le transcendantalisme d'Emerson est une philosophie de la nature, dans un sens qui est très emprunté et intentionnellement à la pensée allemande, celle de Schelling, celle de Novalis, surtout parce que c'est une philosophie qui ne se recommande pas d'une rigueur philosophique particulière. Elle se recommande plutôt d'ailleurs de la pensée poétique, se satisferait même mieux dans l'indétermination et dans la prolifération du langage poétique que dans l'exigence de rigueur du langage philosophique tel qu'il était exigé par la philosophie universitaire essentiellement. Il entend répondre à la philosophie strictement utilitariste telle qu'elle se développe au début du XIXe siècle en Amérique et apporter quelque chose qui soit précisément dans le sens de la philosophie de la nature, une philosophie de la vie. Le transcendantalisme, c'est une philosophie de la vie qui est liée, d'une part, à cette idée que l'on trouverait dans la nature philosophie d'une animation spirituelle de la nature et également d'une place très particulière de la subjectivité dans la nature. La subjectivité n'est pas séparée de la nature comme un objet, elle en fait partie, elle y adhère, et nous sommes pénétrés par l'univers de la même façon que la subjectivité pénètre dans les choses autour de nous. C'est au fond une philosophie de l'expression, une philosophie qui privilégie le passage de l'un à l'autre, du matériel au spirituel, qui privilégie et également cette alternance entre l'extériorité et l'intériorité, cette possibilité de passer de l'un à l'autre, et qui considère l'individualité comme étant non pas une source d'isolement de l'homme à l'égard de la nature, mais au contraire une possibilité d'échapper aux exigences urgentes et artificielles de la société, de façon à rentrer de plus en communication avec ce mouvement général de l'univers, tel qu'on le voit surtout chez Thoreau, par exemple, ou qu'on le voit également dans Emerson. Vous pouvez vous procurer ces œuvres, d'ailleurs, d'Emerson, qui sont rééditées très curieusement, par ce qui prouverait en quelque sorte que le mouvement de la pensée contemporaine dans l'édition, ça arrive très souvent qu'une sorte de mouvement des idées fait que des philosophies ou des pensées qui se trouvent laissées de côté, qui se trouvent un petit peu abandonnées et marginalisées, réapparaissent à certains moments. La pensée d'Emerson, apparaît à l'heure actuelle au moment où il y a également une résurrection un petit peu de cette exigence
des pensées de la philosophie de la nature allemande et de substitution d'une pensée d'une autre forme, d'une pensée qui ne soit pas du tout d'une pensée utilitariste et soumise aux exigences du présent, aux exigences scientifiques, technologiques et commerciales ou financières du présent, mais qui non plus ne soit pas une pensée qui se contenterait d'y opposer un simple spiritualisme désincarné, mais qui est une autre manière d'entrer dans la pleine compréhension du lien entre l'homme avec l'univers. Pour compléter cette comparaison, je dirais que il y a précisément par suite de la participation à ce transcendantalisme américain de gens comme Henri Thoreau, qui est surtout connu par ses œuvres sur l'anarchisme, la désobéissance civile, la vie dans la nature, la construction d'une maison solitaire, etc. Donc par quelque chose qui nous ferait penser à une certaine orientation écologique, il y a quelque chose qui est également dans la pensée de Deleuze et de Guattari. Il fait songer avec la notion guattarienne d'écosophie, c'est-à-dire quelque chose qui relie à la fois l'homme et la nature d'une façon nouvelle dans une philosophie qui est essentiellement aussi un mode de vie, qui est un mode de salvation ou de médication, enfin de diététique, disons le mot peut-être est plus juste, concernant à la fois le corporel, le spirituel, le social. Sans doute y a-t-il une orientation plus socialisante dans la pensée de Guattari et dans celle de Deleuze. La pensée de Thoreau, comme celle d'Emerson, est essentiellement individualisante, mais tout en ayant un très grand souci de la collectivité, puisqu'ils ont été l'un et l'autre de fervents défenseurs de l'anti-esclavagisme, de la libération des esclaves, puisque leur pensée se situant et leur œuvre avant la guerre de sécession, ou peut-être pour Thoreau étant juste contemporaine, et ainsi qu'avec leurs successeurs comme Walt Whitman par exemple, qui se recommande également dans son origine du transcendantalisme, ou William James ou Henry James, toute la pensée américaine qui s'en est suivie, s'est recommandée de cette orientation dans laquelle on peut voir un mouvement assez semblable à celui qui s'est dégagé de la crise, on pourrait dire, et de la fermeture, du blocage de la pensée tel qu'il s'était produit avec le double verrou ontologique, on pourrait dire, d'une part de Hegel et de sa dialectique, d'autre part de Heidegger et de son ontologie fondamentale, de blocage de la philosophie contemporaine européenne, dont s'est dégagée la philosophie deleuzienne. De la même façon, le blocage de la philosophie américaine par un certain pragmatisme limité, borné à un utilitarisme, et d'autre part un certain hegelianisme également, dont le transcendantalisme qui par-delà Hegel remonte précisément à une nature philosophique comme celle de Schelling, qui s'est dégagée de cette philosophie hegelienne. Je me rappelle, j'avais entendu pour la première fois de ma vie parler d'Emerson lorsque j'étais à l'école normale, et comme
Et il y avait, Bergson en a été à la fois un élève et peut-être d'ailleurs un directeur, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un moment, donc c'était antérieur à moi quand même, je ne date pas du 19e siècle, mais enfin, bien qu'étant un peu vieux. Mais quoi qu'il en soit, il y avait eu un voyage de Bergson aux États-Unis, et je me rappelle qu'on avait conservé dans des revues ou dans des chansons une chanson qui disait, je ne sais pas quel est l'air, mais enfin je le scande, je suis Henri Bergson, hôte du pays d'Emerson. Donc hôte du pays d'Emerson, ça veut dire qu'il était allé aux États-Unis. C'est ici que je subtilise, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, ou que je ne sais pas quel est le mot, l'hégélianisme. Or, c'était assez frappant, puisque Bergson également a rejeté, tout en admettant une philosophie du devenir et en développant une philosophie du devenir, il a rejeté toute résolution et expression dialectique du devenir en y substituant la notion qu'il a inventée de durée et son analyse propre du temps. Et de la même façon, la pensée d'Emerson était une façon, une manière à la fois de reprendre en compte une tradition philosophique, mais en même temps de l'ouvrir sur quelque chose d'autre, sur une autre pensée de la nature et sur une autre conception de l'individu. Il n'est pas jusqu'à la notion, d'ailleurs aussi très oxymoronique, c'est-à-dire contradictoire un peu dans les termes, de l'apologie et de l'exaltation du devenir individuel, de la solitude, de la libération personnelle, et également de l'impersonnel, dans un sens qui fait songer beaucoup aussi à l'impersonnel dont Deleuze a fait l'analyse et l'apologie, de cet impersonnel du on, du il, de l'écriture, très distant et antithétique justement à la personne, à son repliement égoïste, un impersonnel qui est à la fois une exaltation du moi, ou du soi plutôt, dans un moi qui n'est plus du tout celui de l'ego, de la psychologie, de l'identité personnelle. Ce qui fait, je termine là-dessus, la relation très étroite, bien que rarement exprimée, mais qu'il a été de Nietzsche avec Emerson. C'est plusieurs passages de Nietzsche le citent. Il n'en a pas fait d'analyse, je lis simplement ce passage qui a été recueilli dans ce livre Emerson et autres essais, où Nietzsche écrit, Emerson, il écrit dans ses fragments posthumes d'automne 1881, c'est-à-dire à l'époque de la rédaction du Gai Savoir, Emerson, jamais livre, je ne sais pas lequel il avait lu, peut-être Nature, je ne sais pas parce que il a lu certainement, vraisemblablement dans une traduction allemande, jamais livre ne m'a donné à ce point le sentiment d'être chez moi, dans ma propre demeure. Je ne peux pas en faire l'éloge, il m'est trop proche. Et effectivement, cet individualisme d'un type très particulier
et cette exaltation d'une puissance qui est tout à fait différente de celle d'une idée de domination ou de pouvoir politique quelconque, est une notion que l'on trouve, cette exaltation d'une croissance, d'ailleurs, d'une augmentation de la puissance humaine, de la volonté, de la puissance d'agir, qui est au fond de la leçon d'Emerson, est quelque chose qui est très proche de la pensée de Nietzsche. Comme l'écrit son commentateur, peu d'écrivains, de penseurs ou de philosophes auront accompagné Nietzsche de façon aussi continue que Ralph Waldo Emerson, dont on donne les dates exactement 1803-1882. Le lycéen, c'est-à-dire Nietzsche, le lit dès 1862, le philosophe le pratique intensément. Il lui emprunte non seulement l'épigraphe du Gai Savoir, mais encore plus d'une image pour Zarathustra. Brûlot, qui pourtant se place aux antipodes de la foi idéaliste de son modèle, où un lieu il est très différent effectivement de la religiosité d'Emerson, qui professe un mysticisme, en dehors de la religion, en dehors d'une religion très codifiée, et puis précisément qui s'oppose peut-être par son intuitionnisme, qui ferait penser à la notion bergsonienne de religion ouverte, à une religion codifiée comme le puritanisme ou le calvinisme, qui était celui de l'Angleterre ou des États-Unis à cette époque. Je termine là-dessus, parce que je vois arriver Suzy et je voudrais lui donner une place. Il lui emprunte non seulement l'épigraphe du Gai Savoir, mais encore plus d'une image pour le Zarathustra, Brûlot, qui pourtant se place aux antipodes de la foi idéaliste de son modèle en un Dieu révélé au cœur de l'homme ou manifesté dans la nature. Le dernier Nietzsche, enfin, que la ville de Nice gagne à Baudelaire et à la décadence française, est incapable de rejeter tout à fait le libérateur de jadis, qui lui a appris à ne s'en remettre à personne de sa responsabilité d'homme et à ne se conformer à aucune loi qui n'émanerait pas de l'être interne. Je termine. Le transcendantalisme de la Nouvelle-Angleterre, dont l'amour de la vie tranche si vivement sur l'austérité du milieu familial et éducatif, qui est celui de son lointain disciple en Thuringe, c'est-à-dire Nietzsche, touche peut-être au plus profond chez ce dernier. Associé à Goethe et à Schopenhauer, c'est-à-dire au maître par excellence, Emerson appartient définitivement au petit nombre des élus. Bon, je termine là-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a également une filiation qui nous ramènerait aussi à Deleuze, étant donné que Nietzsche, vous le savez, a été considéré à plusieurs reprises sous différentes formes comme le philosophe privilégié chez Deleuze, celui auquel duquel il s'est senti très proche, qu'il a adopté en quelque sorte, en dépit des transformations extrêmement fortes qu'il lui a fait subir incontestablement dans sa lettre même, mais c'est ce qui arrive justement chaque fois qu'un philosophe adopte un autre philosophe au point de se sentir trop proche de lui et de l'intégrer à sa propre pensée. On peut dire que Nietzsche aussi n'a jamais écrit explicitement sur Emerson. Il y a des points de divergence incontestables, mais il s'est senti très proche. Lui, de la même façon, Spinoza
il a d'abord commencé à rejeter Spinoza en fonction de son déisme, de son apparente relation à une affirmation de Dieu, mais il s'est senti ensuite, et l'a écrit, l'a exprimé, extrêmement proche de la pensée de Spinoza. Donc ce sont des jalons qui font que on trouve dans l'histoire de la pensée des noms qui sont plus que des noms, d'ailleurs, auxquels on peut se rapprocher pour construire toute une filiation qui, encore une fois, je le conclus, serait pour nous celle de la nature-philosophie, du transcendantalisme américain, d'Emerson, de Nietzsche et de Deleuze, qui construirait pour Deleuze, je crois, aussi de nouveau une sorte de tombeau au sens du XVIe siècle, une sorte et au sens poétique, qui présenterait de lui peut-être une image un petit peu différente de celle que l'on s'est forgée, et éclairerait peut-être des énigmes telles que l'on a considérées peut-être aussi abusivement en énigmes, comme celle du transcendantalisme, comme celle de l'empirisme transcendantal, et qui ne sont plus du tout énigmatiques, une fois qu'on a compris exactement quelle était la filiation originelle de Deleuze, celle dont il se revendiquait, il se recommandait profondément. Bon, voilà, un peu cette présentation trop longue, mais qui me fait vous renvoyer alors vers ces petits livres que je vous recommande sans scrupule, parce qu'ils ne sont pas chers, donc ils sont petits. Si c'était un très gros livre, je vous le donnerais pas. Il y a d'autres livres qui sont très intéressants, mais qui sont un petit peu trop gros. Ceux de Schelling, de Nicolas, je n'ai pas parlé de Nicolas de Couz, et également, parce que ce serait tout un programme, également, qui entre dans cette filiation, et peut-être à l'origine, mais aux côtés de Jacob Burckhardt, d'une façon peut-être moins sombre, de Jacob Böhm, moins sombre que plus plotinienne, qui se rattache davantage à la philosophie plotinienne, mais qui est aussi une manière de rompre avec le dualisme et d'une certaine ontologie et la séparation substantielle du corps et de l'âme, en introduisant une autre ligne d'accouplement, si l'on peut dire, ou de séparation, parce qu'on peut lire l'ensemble des idées, de l'histoire des idées sous la forme justement de cette confrontation permanente, extérieure-intérieure, sujet-objet, matière-esprit. On peut le lire d'une autre façon, sur la façon qui serait celle du fini-infini, explication, complication, qui sont déploiements, repliements, qui sont les formes de cette philosophie de la nature et de la pensée qui va de Böhm, également jusqu'à Böhm et jusqu'à Nicolas de Couz. Donc il y a des lignes de lecture qui font qu'on adopte un plan d'analyse, on adopte un autre, et que le transcendantalisme, la pensée, la vie inorganique de l'univers de Deleuze, ces pensées de la nature de philosophie, etc., sont du même ordre et se développent sur un même plan. Et sont essentiellement, je reviens à cela puisque c'est le thème, une philosophie esthétique. C'est une philosophie particulièrement propre à recevoir des concepts de la création artistique
en dehors des concepts simples, classiques de l'imitation de la nature, de la mimésis, etc. Là, c'est une autre conception qui est aussi bien chez Stravinsky, chez Kandinsky, chez Klee, ou alors d'autres modernes, comme je le voyais dernièrement, là c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, puisque l'exposition se trouve à l'heure actuelle, chez l'américain, le peintre américain Hopper, dont le philosophe, dit-il, a toujours été essentiellement Emerson. Et pourquoi s'est-il recommandé d'Emerson? Parce qu'on le comprend, il y a chez lui quelque chose qui, sous des formes qui sont assez différentes de celles dont je vous parle de Kandinsky ou de Klee, mais il y a quelque chose qui également se recommande de ce transcendantalisme autour de l'usage qu'il fait de l'espace, de la figure humaine et surtout du jeu de l'ombre et de la lumière, puisque je voulais également ajouter ici que dans cette philosophie, il y a dans sa transcription proprement esthétique picturale une expressivité de la pesanteur, de l'ombre, de la surface et d'autre part de la légèreté, de la lumière comme étant un jeu permanent qui parcourt l'univers et le découpe forcément d'une autre façon que l'opposition simple entre matière et esprit. Je le fais passer là, vous allez voir ici, il y a un passage, un disciple d'Emerson dans la page 4. Rendez-le-moi, bien que ça ne soit pas bien précieux, mais je ne veux pas le perdre. Merci. Oui, j'ai vu arriver Suzy et je salue sa présence. Je salue ta présence. Parce que nous avons parlé, nous avons présenté un peu, à bâton rompu, le transcendantalisme comme étant, il y a un quiproquo total. oui, comme étant une sorte de précurseur ou d'ancêtre annonçant une philosophie du même type que la philosophie de Deleuze. Mais c'était pas pour cela que je t'avais averti, c'était parce que originellement, ne sachant autour de quoi orienter ce premier séminaire, j'avais, comme cette réflexion était tombée au moment où il y avait eu des mouvements violents et même sanglants autour de la protestation de certains groupements arabes islamiques contre des représentations de Mahomet, je m'étais dit il serait indispensable qu'on ne laisse pas à l'écart en philosophie un problème de cet ordre dont j'avais peut-être exagéré l'importance, parce qu'à l'heure actuelle il n'en est plus question, je m'en aperçois, mais qui est quand même un problème important, celui d'une certaine forme de fanatisme, il faut bien le dire, et quand même quelque chose d'important. Et j'avais pensé porter, mais je ne l'ai pas ici, et commenter tout au moins certaines parties d'un texte de Voltaire qui s'appelle précisément Mahomet ou le fanatisme. Non, je crois que le titre c'est une tragédie qui date de 1750 à peu près et qui s'appelle
le fanatisme ou Mahomet. Mais je ne sais pas si c'est absolument indispensable, parce que c'était un petit peu circonstanciel, et à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler. Mais comme je t'en avais parlé à toi dans un email, peut-être as-tu eu l'idée de faire une intervention là-dessus. Oui, justement, excuse d'être venu en retard parce que j'étais parti sur cette idée, puis j'ai vu Lionel, et puis je sais pas pourquoi j'ai poussé la porte, c'était un peu... Enfin bref, j'ai passé une demi-heure à rager parce que je ne vous trouvais pas. Deuxième raison, je dialogue un petit peu par bout de papier avec Constantin et me dit non, c'est une séance sur Emerson. J'ai l'impression de m'être réveillé du mauvais pied aujourd'hui, donc de tout rater. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai bien capté ton message pour... Il me semble que cette question est effectivement un peu épineuse. Oui, c'est ça. Il y a un côté épine et un côté visqueux, comme toutes les choses qui concernent la métaphysique, les prophètes et le sacré. Le sacré, il y a toujours de la puanteur à côté, par l'interprétation et par la pratique, par ce que représente l'histoire malheureuse, sanglante que font les hommes de ce qu'on appelle la religion. Hein, ce qui va les lier de nouveau, les poser de nouveau par rapport à un ensemble de mystères, de questions. Bon, moi je pense, je prendrai parti, si jamais tu me demandes mon avis, je prendrai parti contre la roublardise de Voltaire, qui a fait une œuvre de commande comme Salman Rushdie a répondu à une commande, dans une conjoncture historique, et comme l'art a obéi toujours à la commande ecclésiale avait son rôle à jouer là-dedans. Puisque Voltaire était fasciné par le pouvoir, comme le papillon par la flamme de la bougie, avec Frédéric II, avec tout ça. Et donc ça jette une certaine suspicion sur son honnêteté, mais ça pose problème, le problème d'un débat sur le fanatisme. Qu'est-ce que le fanatisme? Comme succédané, comme production délirante dans le comportement humain, pour autant qu'on aborde le comportement humain comme les savants abordent l'éthologie, c'est-à-dire le comportement animal, qui agit par les instincts. Voltaire a écrit cette pièce qui est intéressante, qui est un petit peu curieuse dans la mesure où il attribue à Mahomet, et explicitement d'ailleurs, il le savait fort bien, un certain nombre d'actions, de crimes en l'occurrence, dont il savait fort bien qu'il n'était pas l'auteur. Mais c'est parce que il faut bien remettre les choses là dans le contexte. Son intention, c'était d'attaquer le fanatisme catholique, et surtout ce qu'il visait, c'était, puisque c'est ce qu'il attribue à Mahomet, c'était les instigateurs de l'assassinat, d'une tentative d'assassinat qui avait, je crois que c'était une tentative qui n'avait pas réussi, qui avait eu lieu contre Henri III, et une autre donc antérieure à Voltaire, et d'autre part contre Henri IV, qu'il admirait beaucoup puisqu'il venait d'écrire la Henriade, qui était une grande épopée en l'honneur de Henri IV, qui était déjà mort depuis longtemps, puisque, je vous le rappelle, Voltaire se situe au milieu du XVIIIe siècle, et Henri IV avait été assassiné au tout début du XVIIe, donc il y avait plus de presque 150 ans. Mais c'est un petit peu comme si des gens à l'heure actuelle prenaient parti ou non sur l'affaire Dreyfus, qui, bien qu'étant ancienne, reste malgré tout relativement actuelle, parce que elle peut soulever des passions, c'est absolument certain.
Ne parlons pas de la résistance ou du pétinisme, qui également est dans le même cas. Donc des choses relativement anciennes pouvaient encore être très vivaces, et il voulait s'en prendre à l'Église, comme il s'en prendra à l'Église d'une façon extrêmement violente, ensuite à Ferney, mais plus tard, vers la fin de sa vie, au moment de l'affaire Calas, et où il attaquera l'intolérance religieuse dans un pamphlet d'ailleurs qui s'appelle justement sur l'intolérance. Là c'est un fanatisme qu'il attribue à Mahomet à tort et consciemment, mais pourquoi? Parce que de toute façon il y avait peu de chances qu'il se trouve dans son public ou en Europe des gens qui se trouvent choqués de ce qu'on attribuerait à Mahomet, puisque les Mahométans, c'est-à-dire les Turcs dans leur ensemble, bien que n'étant pas en guerre à ce moment-là avec l'Europe, étaient quand même considérés comme des adversaires réels, anciens ou potentiels, et que le fait de leur attribuer des choses vraies ou fausses ne choquait pas d'une façon particulière. Donc il attribuait cela à Mahomet, non pas en attribuant le fanatisme d'une façon générale à la religion musulmane. Le terme de musulman d'ailleurs n'était pas utilisé à l'époque, mais en prenant un adversaire dont il savait qu'il ne soulèverait pas des problèmes particuliers de ce point de vue-là. Donc il faut savoir cela lorsqu'on lit ce Mahomet de Voltaire. Il ne faut pas l'aborder il ne faut pas l'aborder avec les œillères et les perspectives actuelles. Mais je me demande si ma question était plutôt étant donné que il y a une telle volonté de la part de certains extrémistes de ne pas vouloir qu'un regard critique ou un regard désobligeant se porte, ou même examinateur se porte sur la religion musulmane ou sur Mahomet identifié à la religion musulmane. Est-ce qu'il serait même possible à l'heure actuelle de porter à titre d'étude littéraire ce texte de Voltaire à l'intérieur d'une université? C'était plutôt ma question. Est-ce que si je mets étude de Voltaire, le fanatisme ou Mahomet, est-ce que je ne vais pas avoir des gens qui vont venir m'assassiner? Or c'est pour ça que j'ai reculé en disant non, je crains que si je mets... Or c'est grave, si l'on ne peut pas aborder un problème et même l'énoncer, et même énoncer le titre d'une œuvre, ça serait extrêmement désobligeant. Et c'est ça le problème. Oui. Professeur, je crois que la pièce Mahomet ou du fanatisme, à mon avis, c'est déjà la réalité historique, c'est lié au contexte. C'est lié au contexte et c'est lié aussi à l'interprétation. Parce que quand on dit du fanatisme, Mahomet ou du fanatisme, ça ne veut pas dire Mahomet le fanatisme. Ou bien Mahomet, ça veut dire ce qui cause le fanatisme. Ou bien Mahomet, c'est le sens du fanatisme. C'est lié au contexte dans lequel la pièce a été rédigée, aussi à la signification, c'est-à-dire à l'herméneutique. Qu'est-ce que ça veut dire, Mahomet ou du fanatisme? Peut-être, c'est possible, ça veut dire que dans la religion musulmane, islamique, il y a quelques extrémistes, par exemple. Ou bien dans l'islam,
il faut distinguer une caste ou une catégorie qui s'appelle les fanatiques. Ou bien il y a un courant spécial de la religion islamique qui ramène au fanatisme, ou qui cause le fanatisme. À mon avis, si on étudie au fond la pièce de Voltaire, le sens profond premier, c'est celui-là. Par contre, le contexte dans lequel a été rédigée la pièce, c'est par rapport à la culture européenne. Ça veut dire, Voltaire a eu des problèmes au niveau de l'Église, il avait été persécuté premièrement par, y compris le pouvoir, et par aussi les religieux, ça veut dire les prêtres. C'est pour cela, parce qu'il avait beaucoup souffert du fanatisme de l'Église, des clercs, etc., des extrémistes, des prêtres extrémistes, c'est pour cela, en fait, il avait rédigé cette pièce pour comparer, pour faire une comparaison entre le fanatisme de la religion musulmane, ça veut dire les mahométans, ça veut dire ceux qui tirent vers un extrémisme, vers une partie exceptionnelle et minoritaire de l'islam, selon une certaine interprétation, et l'islam officiel, ça veut dire la religion islamique dans sa philosophie, dans son humanisme, dans son universalisme. C'est par rapport, ça, il l'a vécu lui-même dans sa culture. Ça veut dire dans la culture européenne, la philosophie des Lumières, etc. Les philosophes des Lumières comme Rousseau, Voltaire, Diderot, etc., ils avaient beaucoup souffert des religieux, ça veut dire de l'Église pour tant qu'institution qui a le pouvoir, ça veut dire temporel, ici-bas, ça veut dire dans la société. Donc, il avait comparé, il avait donné l'exemple du fanatisme musulman, et en fait, c'est-à-dire dans le sens exact, il voulait cibler en particulier les fanatiques de l'Église catholique, à mon avis. Moi, j'ai essayé d'étudier la pièce, donc, c'est pour cela, c'est-à-dire, son œuvre est une métaphore, c'est comme la philosophie de Nietzsche. Ça veut dire qu'il voulait avancer un pion pour signifier un autre sens profond. À mon avis, c'est ça. Oui, tu as parfaitement raison. Maintenant, il a choisi, paradoxalement, à l'heure actuelle, par exemple, il vaudrait mieux attaquer le fanatisme. Attaquer le fanatisme de l'Église chrétienne serait peu dangereux, que ce soit le fanatisme de l'Inquisition ou que Voltaire a attaqué aussi par ailleurs, comme je le disais à propos de Calas, ou que ce soit le fanatisme calviniste également qui a eu lieu, parce qu'en Angleterre en particulier, il y a eu un fanatisme protestant à certains moments en Angleterre, en Écosse, extrêmement violent et meurtrier d'ailleurs aussi. Mais ça ne présenterait pas de danger de le faire. Au fond, on pourrait le faire. Mais attaquer le fanatisme de Mahomet, ça c'est une autre question. Maintenant, il faut dire que Voltaire l'a attaqué à travers des actes qui sont des actes de... il fait, je ne sais plus, je résume mes mal l'intrigue, je crois qu'il y a une sorte de machination absolument affreuse, parce que c'est le moment où Mahomet est en dehors de la Mecque. Bon, il est parti, il a été chassé, il a été exclu, et est à Médine. Mais il doit rentrer, cette Mecque est commandée d'ailleurs par il invente aussi dans l'histoire des régimes un petit peu bizarres, parce qu'elle est commandée par une sorte de hiérarque ou une sorte de gouvernement qui est un gouvernement qu'il a l'air de représenter comme étant construit à la manière du gouvernement de l'Empire romain, comme s'il y avait une religion qui était une religion polythéiste à la romaine, alors que je ne sais pas du tout ce qu'il y avait à la Mecque à ce moment-là comme genre de religion, mais je pense que la religion romaine avait disparu depuis longtemps,
puisque c'était vers 600 après Jésus-Christ. Est-ce qu'il y avait le catholicisme? Est-ce qu'il y avait le christianisme? Il y avait quoi à la Mecque à l'époque où Mohammed a inventé sa réforme religieuse, a apporté sa réforme religieuse? Est-ce qu'il y avait le christianisme? Ou est-ce qu'il y avait quoi? Il ne pouvait pas y avoir la religion romaine, il ne pouvait pas y avoir un polythéisme romain. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque, Suzy? Oui, qu'est-ce qu'il y avait à la Mecque à l'époque? Sur toutes les agoras de la philosophie, comment procède-t-on? Par un questionnement. Alors, il me semble que les préliminaires, c'est de dire qu'est-ce qui a permis à M. de Voltaire un tel jugement. Connaissait-il l'arabe, la langue? À travers quel type de traduction? Or, à son époque, il n'y avait que des mauvaises traductions, et jusqu'à nos jours, il n'y a que des mauvaises traductions. D'un texte qui est tellement hermétique, et tellement ambigu que il faut le traduire aux Arabes contemporains, déjà. Il ne suffit pas de l'apprendre mécaniquement. Donc, si on pose comme postulat que le Coran est l'œuvre, le livre, le code de l'islam, que par ailleurs, il n'y a pas plus d'islam que de maladies abstraites, il n'y a que des musulmans de l'histoire, et que c'est de cela qu'il s'agit, et qu'il faut juger des pratiques. Alors à ce moment-là, on fait un arrêt sur image, comme on dit, et on dit quel était l'état de l'islam, qu'est-ce qui parvenait à l'Europe, par quels moyens, qui pouvait permettre un tel jugement. J'ai posé tout à l'heure la question de la commande. Qui a commandé? Je ne vois pas l'islam et Mahomet comme l'une des principales préoccupations de Voltaire, dans son environnement immédiat, sociologique, philosophique, etc. Donc la question est, si on parle du fanatisme comme pathologie, à ce moment on en parlerait sans information, comme Yarkelévitch, il enseignait bien, tu sais bien, comment rédiger une dissertation de philosophie au concours d'agrégation sans jamais avoir étudié un traître mot du sujet. C'est-à-dire l'improvisation absolue, totale, la pensée comme phénomène éruptif qui peut être suscité par un mot, par une association. Alors, parler du fanatisme, moi je veux bien. Parler de la roblardise de Voltaire, je veux bien aussi. Mais la condition, à mon avis, pour parler correctement, honnêtement, c'est d'abord de poser d'une manière claire les définitions et les concepts avec lesquels on va opérer cet échange. En partant d'un prétexte aussi stupide que le film de l'Égyptien qui voulait se faire voir, notoire, etc. Bien sûr, nous sommes à une époque où il suffit de susciter un scandale pour devenir connu. Surtout pour le cinéma, si c'est sulfureux, ça se vend plus vite, même par curiosité, les gens y vont, etc. Et ensuite, bon, c'est l'embrasement. Et en ce moment, je remarque que le sujet est excitant. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit d'islam, etc., ça fait bander la planète entière. On va les faire danser. Et effectivement, ces clowns de barbus, ben, ils sont à fleur de peau, là. Alors, on sait très bien que les marionnettes sont toujours reliées à des ficelles, et que derrière les ficelles, il y a un marionnettiste, là. Il y a c'est là-dedans. Alors, je veux bien que l'on aborde ces questions-là avec le moins de sérieux possible, c'est-à-dire c'est un sujet de rigolade. Moi, je prends, par exemple, une œuvre de Montaigne. Ils connaissaient la culture arabe, la langue arabe. Rappelez aussi, ils ne se sont pas moqués. Personne ne pouvait leur commander un pamphlet contre de l'argent ou de la considération. Monsieur de Voltaire est un journaleux. Posons-le comme ça, avec la réserve sur l'époque, les moyens, etc. C'est un mauvais journaliste. Et si, par exemple, un Guy Hockenheim était encore là, un Gilles Châtelet était encore là, il l'aurait déchiré, littéralement, par les sarcasmes et par une espèce de dérision cathartique, hein, qui fait du bien. Ce sujet, à mon avis, est un sujet grave,
et qui nécessite qu'on l'aborde avec le maximum de joie, d'allégresse. Sinon, on en subit les conséquences. Sinon, c'est de la toxine pure. Sinon, c'est le fanatisme. On va s'empoigner les uns les autres et ça va être la foire d'empoigne. Pourquoi? Parce que toucher à la croyance des gens, c'est pire que leur mettre le doigt dans le cul. Il faut y être autorisé. Si ce n'est pas le cas, c'est une agression caractérisée. Et à ce moment-là, s'ils deviennent fous, c'est normal. C'est normal. On n'est pas fou de naissance, on le devient. Donc, on gagne beaucoup à être précis, à savoir de quoi on parle, et surtout d'appeler un chat, d'appeler M. de Voltaire, Monsieur le mauvais journaliste. Par exemple. Why not? Cela dit, je suis moi-même, en tant qu'arabe, musulman, d'une certaine manière, pas barbu, ni salafiste, ni rien. J'ai un jugement qui va à l'encontre et diamétralement opposé aux caricatures que de tous côtés on fait de cette chose-là. Je sais que ce livre ne peut pas être l'œuvre d'une personne. Ça, j'en ai la certitude. Et ça, je n'ai pas besoin d'être fanatique. Quand je reconnais, par exemple, le style de René Scherrer, il n'y a pas de doute, la signature est dans le style, dans la phrase. Je n'ai pas besoin de voir l'édition, et personne ne peut me tromper là-dessus. C'est une rencontre avec une pensée qui a des couleurs, qui a des traits, comme un visage. Eh bien, je peux, à partir du lieu où je suis, critiquer l'incompréhension totale, la déformation totale des préceptes que le discours religieux et l'instance religieuse a fait de l'islam. Une seule religion qui est venue sceller le monothéisme pour dire il n'y a plus d'église, abolie. L'être est responsable, libre d'un rapport privé, subjectif, avec un sujet qui s'appelle Dieu. Ça, c'est quand même pas mal, mais c'est une lourde responsabilité. C'est ce qui me permet de dire que ce qu'il faut juger, ce qu'il faut éclairer, essayer de comprendre, ce n'est pas l'islam, c'est le musulman. Le musulman que je suis est différent de celui d'à côté, il est différent de celui d'à côté. Il y a autant d'islam que de musulmans, c'est-à-dire, c'est une tendancielle vers l'infini, absolument insaisissable. Et ce n'est pas M. de Voltaire qui va faire un petit truc pour faire plaisir au Vatican, qui va mettre en éprouvette quelque chose. Soit qu'il s'attaque au fanatisme. Le fanatisme, pour moi, c'est une pathologie qui relève de l'état clinique. L'état clinique, comme le définit Freud, Lacan. C'est-à-dire quand le réel devient insupportable et qu'il y a une rupture totale avec le réel. Et à ce moment-là, on se met à délirer. On se met à tuer son voisin, à faire n'importe quoi. Voilà. Voilà. Merci. Mais je voulais dire qu'est-ce que le capitalisme américain, dès la première moitié, qui se situe dans la première moitié du 19e siècle, et qui a pris naissance aux États-Unis d'Amérique, avec essentiellement les noms de Emerson et de Henri Thoreau, ceux qui sont les grands créateurs et les interprètes de ce transcendantalisme. Ce transcendantalisme nous fait penser très fortement à cette idée de l'empirisme transcendantal de Deleuze. Lui-même n'a pas eu l'idée de le mettre en relation. Peut-être n'a-t-il pas voulu, ou n'y a-t-il pas pensé, mais je crois qu'il y a une relation très étroite entre l'un et l'autre. Le transcendantalisme d'Emerson est une philosophie de la nature, dans un sens qui est très emprunté et intentionnellement à la pensée allemande, celle de Schelling, celle de Novalis,
surtout parce que c'est une philosophie qui ne se recommande pas d'une rigueur philosophique particulière, elle se recommande plutôt d'ailleurs de la pensée poétique, se satisferait même mieux dans l'indétermination et dans la prolifération du langage poétique que dans l'exigence de rigueur du langage philosophique tel qu'il était exigé par la philosophie universitaire essentiellement. Il entend répondre à la philosophie strictement utilitariste telle qu'elle se développe au début du XIXe siècle en Amérique et apporter quelque chose qui soit précisément dans le sens de la philosophie de la nature, une philosophie de la vie. Le transcendentalisme, c'est une philosophie de la vie qui est liée, d'une part, à cette idée que l'on trouverait dans la nature philosophie d'une animation spirituelle de la nature et également d'une place très particulière de la subjectivité dans la nature. La subjectivité n'est pas séparée de la nature comme un objet, elle en fait partie, elle y adhère. Nous sommes pénétrés par l'univers de la même façon que la subjectivité pénètre dans les choses autour de nous. C'est au fond une philosophie de l'expression, une philosophie qui privilégie le passage de l'un à l'autre, du matériel au spirituel, qui privilégie et également cette alternance entre l'extériorité et l'intériorité, cette possibilité de passer de l'un à l'autre, et qui considère l'individualité comme étant non pas une source d'isolement de l'homme à l'égard de la nature, mais au contraire une possibilité d'échapper aux exigences urgentes et artificielles de la société, de façon à rentrer de plus en communication avec ce mouvement général de l'univers, tel qu'on le voit surtout chez Thoreau, par exemple, ou qu'on le voit également dans Emerson. Vous pouvez vous procurer ces œuvres, d'ailleurs, d'Emerson, qui sont rééditées très curieusement, par ce qui prouverait en quelque sorte que le mouvement de la pensée contemporaine dans l'édition, ça arrive très souvent qu'une sorte de mouvement des idées fait que des philosophies ou des pensées qui se trouvent laissées de côté, qui se trouvent un petit peu abandonnées, marginalisées, sur l'anarchisme, la désobéissance civile, la vie dans la nature, la construction d'une maison solitaire, etc. Donc par quelque chose qui nous ferait penser à une certaine orientation écologique, il y a quelque chose qui est également dans la pensée de Deleuze et de Guattari. Il fait songer avec la notion guattarienne d'écosophie, c'est-à-dire quelque chose qui relie à la fois l'homme et la nature d'une façon nouvelle, dans une philosophie qui est essentiellement aussi un mode de vie, qui est un mode de salvation ou de médication, enfin de diététique, disons le mot peut-être le plus juste, concernant à la fois le corporel, le spirituel, le social. Sans doute y a-t-il une orientation plus socialisante dans la pensée de Guattari et dans celle de Deleuze. La pensée de Thoreau, comme celle d'Emerson, est essentiellement individualisante, mais tout en ayant un très grand souci de la collectivité, puisqu'ils ont été l'un et l'autre de fervents défenseurs de l'anti-esclavagisme, de la libération des esclaves, puisque la pensée réapparaissent à certains moments.
la pensée d'Emerson apparaît à l'heure actuelle au moment où il y a également une résurrection un petit peu de cette exigence des pensées de la philosophie de la nature allemande et de substitution d'une pensée d'une autre forme, d'une pensée qui ne soit pas du tout une pensée utilitariste et soumise aux exigences du présent, aux exigences scientifiques, technologiques et commerciales ou financières du présent, mais qui non plus ne soit pas une pensée qui se contenterait d'y opposer un simple spiritualisme désincarné, mais qui est une autre manière d'entrer dans la pleine compréhension du lien entre l'homme avec l'univers. Pour compléter cette comparaison, je dirais que il y a précisément par suite de la participation à ce transcendantalisme américain de gens comme Henri Thoreau, qui est surtout connu par ses